tentation de regarder nos téléphones. Merci, bienvenue. Avec et toi, très gentil. Nous allons écouter dans un premier temps Jean-Christophe Bailly, puis nous ouvrirons la discussion avec Philippe Roux, Vincent Labaume et moi-même, et avant de l'ouvrir à la salle, donc il y aura, disons, trois chapitres, et je voulais peut-être prendre un petit temps avant de donner brièvement la parole à Philippe qui introduira la thématique de la soirée autour de Charles Baudelaire. Mais moi-même, j'ai préparé un petit texte court, mais peut-être pour vous présenter Jean-Christophe Bailly, en tentant de peut-être dire autre chose que le nombre impressionnant de livres que vous avez publiés sur des sujets tout aussi divers que les animaux, la ville, le paysage, etc. Mais que j'ai lu, là, je n'improvise pas complètement. Jean-Christophe Bailly est l'auteur d'un grand nombre de livres recoupant la plupart des genres à l'exception du roman. Dans une filiation revendiquée au premier romantisme allemand, celui dit de Jena, dont les figures centrales sont les frères Schlegel et Novalis, il adopte, abandonne, mêle les genres dont les affinités forment une méthode motrice pour connaître, penser, comprendre, mais surtout sentir, éprouver. De Novalis, Jean-Christophe Bailly aime à citer plusieurs fragments, tels que celui-ci. Nous vivons dans un roman colossal, en grand et en petit. Fin de citation. Nous rappelant que ce que nous désignons comme le réel est traversé de fictions diverses, pour reprendre les mots de Jean-Christophe Bailly lui-même dans un texte qu'il consacre au travail photographique de Valérie Jouve, que le réel est, je cite, la matrice d'un buissonnement fictionnel permanent. Si Jean-Christophe Bailly n'a donc pas signé de roman, au sens strict du terme, la question de la littérature comme activité générale ou brouillon général, encore une expression de Novalis, à même d'observer le monde et d'en interpréter ses traces infinies, est omniprésente dans sa quête par l'écriture. Elle me semble être encore condensée dans ce fragment de Novalis qui déclare « Le monde doit être romantisé ». C'est ainsi que l'on retrouvera le sens originel. Cette opération est encore totalement inconnue. Lorsque je donne à l'ordinaire un sens élevé, au commun un aspect mystérieux, au connu la dignité, au fini l'apparence de l'infini, alors je les romantise. La formule de Novalis. Ce soir, nous ne parlerons pas du romantisme de Novalis et de ses compères outre-Rhin autour de 1800, mais de Charles Baudelaire. Oui, on peut faire peut-être un petit passage, mais très court, évidemment. Mais pour ceux qui connaissent le travail de Jean-Christophe, Novalis est présent. Pour utiliser un terme qu'il aime bien, comme un copeau, ou présence, il vient innerver, là, il vient se faufiler dans les réflexions qui sont les siennes. Il y a un dialogue. Il est fort probable, vu les jeunes étudiants qui sont là, que vous fréquentez, je l'espère, un peu plus Baudelaire puisque Baudelaire est enseigné, etc. On peut penser que vous avez déjà lu ses poèmes, mais Baudelaire est un romantique, on le qualifie aussi de poète romantique. Donc il faudrait s'entendre sur quand on parle de romantisme, il y a des romantismes. Alors je dis ça parce que il n'est pas impossible qu'il y ait une filiation romantique dans le travail de Jean-Christophe, et un romantisme qui n'aura rien à voir avec le romantisme réactionnaire ou le romantisme d'une nostalgie passéiste, même si le mot nostalgie peut parcourir son œuvre, mais c'est justement pour ne pas le laisser dans les mains de la réaction. Donc Novalis, Baudelaire, je dirais, il va en parler beaucoup de Baudelaire, mais par le prisme aussi d'une figure, une philosophie romantique exceptionnelle qui a traversé le XXe et qui a donné peut-être un des élans sur le XXIe, il faut le souhaiter, à savoir le penseur que Walter Benjamin, qui lui aussi a été lu, pensé, rejoué par Jean-Christophe, notamment dans un ouvrage qui s'appelle Panoramique, qui est un ouvrage essentiellement en dialogue avec Benjamin, mais
où il y a aussi question de Baudelaire, puisque, vous ne le savez peut-être pas, Benjamin a, entre autres, écrit beaucoup sur Paris, Paris, capitale du XIXe siècle, et beaucoup écrit sur Baudelaire. Donc j'essaie de tracer un petit fil qui va nous amener à la discussion qui va suivre. Donc il y a une filiation, il y a un lien entre Jean-Christophe Bailly, son œuvre, sa pensée, et Novalis, Baudelaire, Benjamin, le romantisme. Peut-être est important de savoir que parmi les derniers livres, notamment 3 de ces derniers, il y a question de Baudelaire. Alors je fais vite, c'est important à préciser. Il faut savoir que dans la collection La Fabrique, Jean-Christophe a publié il y a à peu près 2 ans, 2 ans et demi, un essai qui fait office de préface à une réédition des Salons de 1846 de Baudelaire. Donc, il y parle du Baudelaire critique d'art, et à un moment donné, il y parle évidemment d'un Baudelaire, de manière hypothétique, évidemment, peintre. Dans Une éclosion continue, qui est un livre sur le temps et la photographie, il y parle, il y a un essai à l'intérieur de ce livre, qui est celui-là, qui est paru, je crois, 1 an après, dans une autre collection aux éditions de Seuil. Il risque, je dis bien il risque, vous allez comprendre pourquoi, de parler du Baudelaire photographe. Peut-être que vous vous en doutez pour ceux qui connaissent un peu Baudelaire. Et puis dans son dernier ouvrage, qui s'appelle Paris quand même, et la boucle est bouclée, provisoirement, il y a la question de sa ville. Jean-Christophe a beaucoup écrit sur les villes. La phrase urbaine, c'est peut-être une façon de dire aussi poème en prose. C'est-à-dire que la ville, c'est quelque chose d'important. C'est le marcheur, marcher, regarder, penser une ville, penser comme un phrasé. Voilà. Et que l'un des premiers peut-être avoir perçu la ville et l'avoir notée d'une façon précise a été Baudelaire. Donc, le flâneur, la figure du flâneur bien connue, c'est la forme qui est associée à la pensée de Baudelaire de Paris, d'un Paris qui a disparu en partie, mais qui existe encore, qui peut exister comme une touche, qui peut éclore à tout moment, fût-il encore pouvoir qu'on puisse le regarder. Et Jean-Christophe est un de ces regardeurs. Voilà, c'est une présentation un peu ouverte comme ça, qui va nous permettre, j'espère, de rebondir avec vous et de discuter sur ces 3 livres et sur la figure de Baudelaire, en précisant quand même que la conférence s'appelle Baudelaire cinéma, donc Baudelaire peintre, Baudelaire photographe, Baudelaire cinéma. Cinéma Baudelaire. Ou plutôt cinéma Baudelaire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est à mon tour. Eh bien, bonjour, rebonjour pour certains d'entre vous. Donc, plutôt que de faire une conférence comme ça qui durerait 1h15 où je parle sans arrêt, on a préféré que je fasse une sorte d'introduction un peu développée, puis après on discute. En effet, le point sur lequel je me suis focalisé, c'est Baudelaire, et je vais essayer de dire pourquoi, parce que ça ouvre beaucoup de choses. Pourquoi ça s'appelle Cinéma Baudelaire? D'ailleurs, je trouvais que c'était bien comme titre, quoi, on rêverait qu'il y ait un cinéma qui s'appelle comme ça, mais aussi le 19e siècle, j'ai souvent souligné ça, c'est que c'est le siècle qui joint l'invention du cinéma, l'invention de la photographie, qui est contemporaine de l'invention du chemin de fer. Et ça joint ces 2 inventions à 2 inventions qui marquent la fin du 19e siècle, qui sont celles du cinéma et celles de l'automobile. Le 19e siècle, ça raconte le chemin qui va de la photo vers le cinéma et du train vers la voiture. Et donc, on voit bien comment c'est l'estuaire qui conduit au XXe siècle et puis à notre époque. Mais cinéma Baudelaire, il y avait aussi quelque chose qui m'a beaucoup frappé, non seulement dans ses poèmes en prose, mais aussi dans sa poésie, c'est que souvent, en fait, il y a un côté narratif du poème et que ça raconte une histoire très brève. Et comme c'est toujours visuel, presque toujours visuel chez Baudelaire, l'évocation, ça fait comme des petits courts-métrages. Et un des poèmes les plus célèbres, sans doute les plus beaux de Baudelaire, qui s'appelle « À une passante », il sonne complètement différemment. Alors, si on le lit en pensant au cinéma,
si on le lit justement comme une sorte de court-métrage. Et comme c'est un sonnet, donc c'est que 14 vers, je vais me permettre de vous le lire, peut-être pas en entier, mais au moins le début. Le titre, c'est « À une passante, j'y reviendrai ». La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa, d'une main fastueuse, sous le vent, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble avec sa jambe de statue, moi je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil ciel livide, où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te reverrai-je plus que dans l'éternité. Bon, je ne vous donne pas le dernier tercet, mais ce que je vous dis à partir de ça, c'est, bon, alors on peut lire ça comme des classiques, etc. C'est vrai qu'il y a un côté daté, c'est une autre époque que la nôtre, mais justement, il faut que les choses soient datées pour qu'elles aient eu une existence. Mais ce qui date surtout le poème, c'est une invention incroyable, celle du premier vers. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Personne à l'époque n'aurait osé écrire ça. Pourquoi ? Parce que la poésie, elle se vivait dans des sphères très réservées. Elle oscillait entre les montagnes de la Grèce, les évocations mythologiques ou, disons, éventuellement des poèmes bucoliques, etc. Mais Baudelaire est conscient de vivre un moment historique particulier, d'où nous descendons d'ailleurs, et qui est l'apparition. C'est l'ère industrielle, le développement de l'âge industriel, dont l'invention du chemin de fer et l'invention de la photographie les accompagnent d'ailleurs, mais c'est le temps de la grande ville. Paris est une grande ville sous Louis XIV, sous Louis XV, au moment de la Révolution française, mais une grande ville, c'est pas encore grand-chose de notre point de vue d'aujourd'hui, et on se souvient par exemple des rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau, où partant d'un quartier qui est à peu près où il habitait, qui est à peu près les Halles d'aujourd'hui, il va herboriser à Belleville, hein, à Ménilmontant. Allez essayer d'herboriser à Ménilmontant aujourd'hui, mais déjà du temps de Baudelaire. C'est-à-dire que le 19e siècle invente des villes suffisamment grandes pour qu'on puisse plus aller à pied depuis le centre à la campagne. Et il est le premier à percevoir ça, c'est-à-dire un monde nouveau. Un monde nouveau, et ce qui caractérise ce monde nouveau, c'est la foule. La foule. Et la foule, elle a quelque chose de fascinant et quelque chose de terrifiant. Et dans la foule, elle est composée de quoi ? Elle est composée de passants et de passantes. Mais le passant, c'est pas seulement quelqu'un qu'on extrait de la foule, c'est la solitude opposée à la masse. Et dans la petite histoire que raconte le poème à une passante, c'est magnifique, c'est comme un chant contre chant au cinéma. La passante arrive, hop, elle est déjà partie, la caméra tourne de l'autre côté, et celui qui a filmé, c'est celui qui est le narrateur, c'est le poète, et il se retrouve tout seul. Mais il y a deux solitudes qui se croisent, l'histoire ne naît pas, mais ce qui est raconté, c'est cet amour impossible. Donc dans un tout petit espace, un très court métrage, on a l'essence même, disons, du romanesque, etc. C'est à ce titre, dans ce poème-là, mais à tout moment, que moi je m'intéresse davantage au surgissement de la fiction, comme ça, comme des bulles qui éclatent à la surface du réel, plutôt que je m'intéresse moins quand c'est organisé par tout un travail d'écriture, même si ça peut être fascinant aussi. Donc on a là, dans la qualité de ce poème, c'est que c'est à la fois une fiction, à la fois, comme je le dis, un petit film, et c'est aussi quelque chose de lucide sur l'époque. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Et si vous regardez l'œuvre de Baudelaire, elle est constamment traversée par des mots qui n'étaient jamais apparus dans l'univers de la poésie. Par exemple, dans le poème qui est très, très allégorique de tout ça, qui s'appelle « Perte d'auréole », il rencontre un poète qui est tout joyeux parce qu'il a perdu son auréole. Vous savez, une espèce d'auréole comme ça. Elle est tombée dans la boue. Et sur le macadam, il dit. Utiliser un mot comme macadam dans un poème, c'était impensable. Et justement, Walter Benjamin, le plus grand penseur du 19e siècle, en tout cas parisien, allemand, lui, il a décrit le geste poétique de Baudelaire comme un putsch. Il fait un putsch dans la poésie, c'est-à-dire
il balance les vieux généraux, il balance les vieux comédiens du poème, et il amène quelque chose de complètement nouveau, qui est ce qu'il appellera lui-même, Baudelaire, la modernité. La modernité, c'est un mot que Baudelaire a inventé, a introduit dans le langage théorique. Hein. Et donc, la passante, elle est là, mais il y a aussi tous les passants. Et j'ai choisi d'illustrer ma petite focale par cette photographie, qui est une photographie prise par un monsieur qui s'appelle Charles Nègre, qui vivait donc entre 1820 et 1880, qui a vécu de 1820 à 1880, pardon, et qui est un des pionniers de la photographie. Il était un peintre académique, plutôt mauvais d'ailleurs, d'après ce que j'ai pu voir, mais quand il a touché à la photo, il a été fasciné. Comme beaucoup de gens à l'époque, il s'est dit, c'est génial ce truc, ça va m'aider à peindre plus vite. Et en fait, il a très vite compris, et ça c'est rare à son temps, qu'il y avait autre chose dans la photographie que la possibilité d'être un outil serviable pour faire des images peintes. Et il a vu qu'il y avait une essence, un grain, quelque chose de très spécifique. Et il a été assez vite expérimental, et il y a quelques photos de lui qui nous restent et qui sont fascinantes. Celle-là particulièrement, qui s'appelle Les Ramoneurs. Elle date de 1858. Et ce qui est très très fascinant dans cette image, quand on le sait évidemment, c'est que c'est d'une certaine manière une image un petit peu truquée. Pourquoi ? Parce qu'en 1858, on n'avait pas la possibilité, la technique n'était pas au point pour permettre de fixer l'instant. C'est-à-dire que s'il avait pris une photo avec les moyens de l'époque, et les ramoneurs qui passent, elle aurait été floue. Donc il a demandé à ces trois garçons de poser un moment de la marche. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il n'avait jamais vu un instantané. Donc il a imaginé le devenir de la photographie. Il a compris que le sens de l'image photographique, ça allait être l'instantané. C'est quoi l'instantané ? C'est-à-dire le cours du temps, brusquement, est interrompu. Et nous, on est complètement habitués à ça. Et la peinture, d'une certaine manière, le prévoyait. Mais pour faire un tableau qui coupe le temps lui aussi, l'image du tableau, elle est fixe, ça demande des semaines, voire des mois de travail. Tandis que là, avec très peu de temps de travail, on coupe le temps et on hérite d'une image qui est extraordinaire, puisqu'elle est en phase immédiate avec l'imaginaire. Parce que des photos, on n'en voit jamais dans le réel. Au moment où je vous parle, vous bougez, il y a des gens qui remuent, il y a des gens qui parlent. La photo, elle n'est pas avec ça. La photo, elle arrête le temps. Et c'est absolument fascinant. La photo, elle est une chute dans le temps. Et si j'en parle aussi, parce que c'est un mystère et un problème et quelque chose qui est assez compliqué et un peu douloureux, même pour les gens qui s'intéressent de près à tout ça, c'est que Baudelaire, qui voyait tous ces passants, qui les regardait, eh bien, il n'a pas vu la photo. Et quand je dis qu'il regardait les passants, il n'était pas le seul. Je le dis à un moment, il y a peut-être un autre écrivain à l'époque qui est conscient de ce que la ville est en train de devenir, c'est Balzac. Et je le cite parce que ce n'est pas très connu. Il y a un livre absolument formidable de Balzac qui s'appelle, c'est son titre, on dirait un titre du XXe siècle, ça s'appelle « Théorie de la démarche ». Théorie de la démarche, c'est Balzac qui est assis au bistrot, au café de l'époque, et qui regarde les passants et les passantes, et qui identifie dans chaque démarche, dans chaque manière de traverser, dans chaque manière d'aller à travers la ville, eh bien, il considère ça comme un portrait involontaire, comme une signature de chaque individu. C'est-à-dire que la foule, elle n'est pas seulement un courant, elle est des milliers de petites lignes, des milliers de choses. Donc, on peut dire que peu avant que Baudelaire croise la passante, sans doute, peut-être Balzac, ils ont été amis, peut-être que Balzac l'a regardé passer depuis sa terrasse. Mais ce à quoi je veux en venir, c'est que Baudelaire, donc, il invente la modernité, et qu'il l'invente doublement, c'est-à-dire non seulement en changeant le lexique de la poésie, mais en faisant basculer, pas entièrement, mais la poésie du côté de la prose. Il invente le poème en prose, c'est le recueil qu'on appelle le Spleen de Paris, et là, il comprend qu'il y a quelque chose dans le rythme même du vers qui doit changer, qui est différent. Je vais juste vous lire
3 lignes, 4 lignes, 6 lignes de la petite préface petite introduction qu'il a écrite à ses poèmes en prose. Quel est celui de nous qui n'a pas, dans ses jours d'ambition, rêvé le miracle d'une prose poétique, musicale, sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée pour s'adapter au mouvement lyrique de l'âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience. Et il ajoute, et c'est très important, c'est surtout de la fréquentation des villes énormes, c'est du croisement de leurs innombrables rapports que naît cet idéal obsédant. Ça peut vous paraître de l'histoire littéraire, mais mine de rien, ce qui s'invente là, c'est la littérature moderne. Cette prose capable, sans rythme et sans rime, d'épouser les mouvements de l'âme, tout en collant complètement au visible, au réel, et au réel sous sa forme sans fin réactualisée, eh bien c'est ça qui se passe. Et en même temps, donc Baudelaire, il devrait identifier dans la photographie, telle qu'elle est comme ça, une sorte de prose, une sorte de doublon de la prose, de ce qu'il essaye de rejoindre avec la prose, et ça ne s'est pas produit malheureusement. Et d'ailleurs, Baudelaire, c'est 1821-1867, donc normalement, il aurait pu voir cette photo, mais là, on doit se représenter un certain nombre de choses. C'est que d'une part, la photographie n'était pas reçue, perçue par tout le monde comme un art, ça ne circulait pas du tout comme ça circule de nos jours, c'était rare, secret, expérimental, et assez mal vu dans les milieux officiels de l'art. Et là, malheureusement, Baudelaire, qui est capable d'inventer la modernité dans la forme écrite, avec la prose, qui la recherche éperdument dans la peinture de son temps, sans la rencontrer, sans la trouver, et qui s'en plaint, s'en lamente, de manière extrêmement gaie et violente d'ailleurs, dans ses outils critiques, eh bien, quand elle est sous ses yeux, il ne la voit pas. Il adhère un petit peu à la réaction hostile du milieu de l'art de son temps à la photographie, qui en gros, il trouve que c'est de la triche, quoi, que ça va trop vite et que c'est mort, que c'est rien, etc. Ils ne comprennent pas tout de suite l'immense réservoir que la photographie est pour l'imaginaire. Et donc, dans la critique baudelairienne de la peinture, qui est quelque chose d'extrêmement important dans son œuvre, puisque, en gros, il est un peu l'inventeur de la critique d'art au sens moderne, c'est-à-dire pas du tout la critique du gars qui, dans son coin de journal, dit « Oh, machin, il est nul ». Oh, puis lui, c'est pas mal quand même. Les petites fleurs qu'il faisait l'année dernière, c'était mieux. C'est un peu le niveau de la presse de l'époque. J'ai oublié de signaler que aussi cette époque, c'est l'époque de développement et de la naissance de la presse, des quotidiens. Il y avait une quantité de journaux énorme. Ça écrivait de partout, si on peut dire. C'était un peu la même chose qu'aujourd'hui les réseaux sociaux. Et eh bien, pourquoi il invente la critique d'art ? Il y en a eu avant des gens qui parlaient d'art, bien sûr, qui en ont même très bien parlé, notamment en France Diderot, en Allemagne Goethe, etc. Mais lui, il est le premier justement qui applique exactement ce que je viens de vous lire là, ce qu'elle est cette prose, qui pourrait, etc. Il applique ça au regard qu'il porte sur les images et sur la peinture. Mais malheureusement pour lui, à l'exception de Delacroix, qui est son héros, il ne rencontre pas dans la peinture de son temps une peinture qui répond pleinement à ce qu'il attend des images. Et même Delacroix, qu'il admire profondément, ce n'est pas la réponse intégrale, parce que justement Delacroix, c'est encore la grande, et ce n'est pas du tout une critique de ma part, mais c'est la grande peinture, les grands sujets, pas toujours, mais la plupart du temps. Et ce que Baudelaire voudrait, c'est la rencontre de la grande peinture avec, on pourrait dire, la grande réalité, c'est-à-dire celle de la ville qu'il a sous ses yeux. Et il n'y a pas... Excusez-moi. Il y a par exemple un passage du salon de 1846 où il explique « J'ai eu longtemps devant les yeux, en regardant par la fenêtre, un cabaret mi-parti de rouge et de vert. » Et il parle de ce cabaret rouge et vert qui est sous ses yeux, et il en fait une image. C'est pour ça que j'ai appelé le texte Baudelaire peintre, parce que quand il parle, là c'est un tableau qu'il imagine d'une certaine manière, un tableau qui n'existe pas, et qui pourrait, ce tableau qui représenterait, qui eût représenté
ce cabaret rouge et vert, c'est ça qu'il veut de la peinture. Et dans le contraste entre ces deux couleurs qui sont pour lui si importantes, le vert qui est la profondeur de la nature, etc., et le rouge qui est évidemment la vitalité, le sang et la violence, le heurt de ces deux couleurs est pour lui en soi quelque chose de dramatique. Et on voit comment, dans la façon dont il imagine un tableau à partir d'une scène de rue, on voit comment, sans le vouloir, il préfigure aussi quelque chose qui va venir beaucoup plus tard, c'est-à-dire des peintures qui consistent uniquement dans l'opposition de deux couleurs. Et là, il y a un peintre qui est très important, qui est un peintre américain qui s'appelle Whistler, James McNeill Whistler, qui a, un peu après Baudelaire, Baudelaire l'a croisé à la fin de sa vie, mais tous ses tableaux s'appelaient Harmony in Green, on Gold, Harmony in White, on Red, and so on, and so on. Tous les tableaux de Whistler sont fondés sur l'opposition et le drame de l'opposition entre deux couleurs. Et ça, c'est complètement baudelairien. Mais l'idée de Baudelaire, c'était de faire se rejoindre d'une certaine manière, ce qui va être porté beaucoup plus tard par Whistler et au-delà de Whistler, par la peinture telle qu'elle va devenir au temps de l'abstraction, et quelque chose qui relève quasiment du reportage. C'est pour ça que dans le texte qui s'appelle « Le peintre de la vie moderne », il suit les pas d'un autre héros qui n'est pas un peintre considéré par l'histoire de l'art comme de premier plan, mais l'histoire de l'art raconte ce qu'elle veut. Et c'est un peintre qui s'appelle Constantin Guis. On dirait aujourd'hui que c'est un reporter, mais à l'époque, la photo n'a pas encore pris la place du reportage. Ça va prendre du temps pour des raisons techniques, pour des raisons complexes. Donc le reportage se fait encore via le dessin. Et on envoie des reporters qui dessinent une émeute, qui dessinent ceci, cela, qui dessinent la guerre. Et en plus, Constantin Guis, il avait lu aussi La Passion de la grande ville, notamment Paris et Londres. Et Le peintre de la vie moderne, c'est un commentaire enthousiaste du travail de reportage fait par cet artiste. Mais cet artiste n'est pas un peintre qui fait des grands tableaux, des grandes tartines, si on peut dire. Au contraire, c'est que des petits sketchs, c'est l'art du dessin. Là, quelque chose qui correspond aussi à une notion que Baudelaire ose introduire, qui est celle de vitesse. C'est-à-dire, il faut travailler vite, vite et bien. Et ça, ce sont des idées complètement, qui préfigurent aussi complètement ce qui est venu avec la modernité. Mais il faut se représenter ce qu'était la peinture qu'il voyait. Quand on lit le Salon de 1846, ce que j'ai fait pour préparer cette édition, je me suis amusé à regarder. Aujourd'hui, on peut très facilement voyager par le net et trouver l'œuvre qui sait. Si je vous dis les noms comme ça, si je vous dis Horace Vernet, Harry Schaeffer, Arondel, vous ne savez pas qui c'est, moi non plus d'ailleurs, certains d'entre eux oui, mais la plupart non. Aujourd'hui, on tape sur le net et on arrive à voir pas mal de tableaux de ces gens-là. Donc on peut voir de nos yeux la peinture à laquelle Baudelaire était confronté comme critique. Et on est consterné avec lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'il extrait, il ne se trompe absolument jamais. Il ne se trompe absolument jamais. Tout ce qu'il a extrait de l'art de son temps, c'est à peu près ce qui a eu un devenir, une portée, disons, pour la conscience moderne. Et c'est très varié. Hein. Et il y a par exemple un peintre américain qui s'appelle George Catlin. George Catlin, qu'est-ce qu'il fait ? Il est le seul qui ait fait ça de son temps, c'est assez extraordinaire d'ailleurs, je me suis renseigné, j'ai été voir son histoire de plus près. C'est le seul américain qui s'intéresse aux Indiens. C'est pas comme un truc qu'il faut effacer à la seconde de la surface de la Terre, mais justement comme un être considérable. Ça veut dire qu'il faut considérer. Et Catlin a réalisé des portraits d'Indiens que Baudelaire a vus dans des salons et aussi dans une exposition particulière de George Catlin à Paris. Il y avait toute une expédition pratiquement, enfin je ne vais pas entrer dans le détail, mais il a identifié, et il y a un autre passage sur le rouge et le vert à propos de Catlin, il a identifié dans la force de ses portraits quelque chose
qui était capable de sortir la peinture de son aspect compassé. Et quand on regarde le portrait d'un Indien par Kathleen et qu'on le met à côté d'un portrait d'un grand peintre de l'époque comme Ingres, on voit bien ce que Baudelaire attendait de la peinture. On voit bien aussi qu'il voulait fracasser cette peinture qui était, dit-il, un peu une peinture de parfumeur, de parfumerie, où la couleur vient remplir un flacon délicatement. La couleur, pour lui, c'est pas du tout quelque chose qui remplit un flacon, c'est quelque chose qui doit exploser sur la surface de la toile. Et donc voilà, donc j'essaye, c'est un petit peu, pas confus, mais c'est un petit peu compact plutôt, hein, j'essaye de vous expliquer pourquoi Baudelaire est si important, a été si important, en tout cas pour moi, comme il l'est de toute façon dans l'histoire, j'invente rien là, mais je crois que ce qu'on touche avec lui quelque chose de fondamental qui nous permet, y compris, de comprendre notre propre époque et les attentes qu'on peut encore avoir aujourd'hui devant l'art qui s'est agrandi avec les possibilités du cinéma et de la photographie, mais qui reste toujours, comme du temps de Baudelaire, menacé par tout ce qui le fossilise, tout ce qui le rend immobile, inerte et académique. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire de façon bien trop succincte, évidemment. Mais juste, j'ajoute que là, je parle de Baudelaire, je pourrais faire le même exercice à propos de Balzac, à propos de Nerval, à propos de certains écrivains du romantisme allemand, mais je ne suis pas un 19e, comme on dit en littérature. Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'histoire du 19e siècle. Simplement, là, je parle peut-être aussi, je pense que ça compte en tant que Parisien, puisque je suis né à Paris. À Paris, c'est une ville où plus de 50% du bâti actuel est du 19e siècle. C'est une ville dont Benjamin a appelé Paris capitale du 19e siècle, et ce n'est pas un slogan, ça correspond à quelque chose, c'est-à-dire à quelque chose qui est dans les murs, qui se voit de partout et qui transparaît. Et il faut imaginer ce que dut être cette ville à ce moment-là, ce que ça a pu être au moment où justement la foule était là, par exemple ce qu'ont pu être les halles à l'époque où elles ont été créées, un petit peu après Baudelaire d'ailleurs, etc., etc. Et donc c'est pour moi très, très, très important d'identifier par exemple la ville où j'habite, la ville où je suis né plus exactement. Et au cours de mon travail d'écrivain, je me suis toujours passionné pour les villes. J'ai écrit beaucoup plus sur d'autres villes que sur Paris, mais là j'ai récemment éprouvé le besoin de revenir à cette ville, à la lumière de Baudelaire, à la lumière de Benjamin, mais à la lumière aussi de beaucoup d'autres choses, et malheureusement aussi par rapport à un certain nombre de destructions qui ont travaillé ou travaillent encore le corps de cette ville. Il ne s'agit pas seulement de destruction au sens je passe avec mon bulldozer, ça a été toute une époque, celle dont Georges Pompidou est l'emblème, si on peut dire, mais c'est aujourd'hui des destructions plus subtiles, et par exemple le centre même de Paris est totalement, on peut dire exactement comme on le dit pour une dent, c'est pas une dent creuse qui est devenue une expression d'architecture, mais c'est dévitalisé et dévalisé aussi d'ailleurs, puisque aujourd'hui toute une série de bâtiments comme la Samaritaine, qui était le grand magasin au centre de Paris, au bout du Pont-Neuf, devant la Seine, que tous les gamins connaissaient, où tout le monde pouvait aller. Aujourd'hui, c'est un hôtel 5 étoiles où la nuit la moins chère est à 1150 €. Je vous le dis en passant comme ça, mais si c'était le seul exemple, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres, et ça a fini par m'énerver. Et ça m'a permis aussi donc, de joindre plusieurs aspects de ce qui m'intéresse, une critique politique et une approche esthétique et poétique. Voilà. Oui, je tiens à dire aussi qu'on a demandé à Jean-Christophe, parce que on a trouvé ce fil Baudelaire, mais il y a une quantité d'autres fils dans les 3 livres en question, et évidemment dans son œuvre, Baudelaire, voilà. Donc ce fil fera on va voir comment ça va se passer. C'est aussi, j'aimerais bien à un moment donné qu'il y ait un jeune public de savoir ce que veut dire Baudelaire pour vous. Mais ça, on vous donnera la parole dans quelques temps. Moi, je voudrais simplement te poser une question
pour le coup, qui a bien à voir avec Baudelaire et la question de la peinture et la question de la photo, c'est qu'on a l'impression que tu nous dis qu'il a identifié quelque chose, il l'a identifié par sa poésie, par sa critique, mais il n'a aussi pas vu ce qu'il avait identifié. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu Manet, ou en tout cas il l'a mal vu, puisqu'il dira quelque chose d'un peu malheureux sur lui, j'aimerais bien que tu précises, mais surtout, il me semblerait qu'il a identifié la photographie, mais qu'il ne l'a pas vue, malgré le fait qu'il a été photographié de nombreuses fois, 13 fois, je crois. Et alors ça, tu le mets évidemment, tu le déplies dans ton essai, dans tes essais. Mais peut-être que tu peux, je ne sais pas, préciser les choses. Non, mais mon Baudelaire, c'est très compliqué parce que on aimerait qu'il soit d'un seul tenant, d'un seul élan, comme ça. Et c'est un homme qui était extraordinairement exigeant envers lui-même et envers les autres. Et aussi, il va très vite, quoi. En 1848, il fait partie de la jeunesse parisienne qui se révolte, qui va sur les barricades. Puis après, il est très déçu, et ainsi de suite. Et en plus, il est atteint par la syphilis, par la maladie, et il devient très, on peut dire, aigri. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît Manet. Et en effet, je le dis plusieurs fois, Manet, ça aurait été justement le peintre qui aurait réalisé. Quand on voit les tableaux de Manet, on dit mais ça y est, c'est exactement ce que Baudelaire voulait. Et Baudelaire a célébré Olympia, etc. Mais c'était 1863 et Baudelaire est mort en 67, donc il n'y a pas beaucoup de temps. Et il n'a pas suivi vraiment et il a dit une vacherie à Manet. Manet venait se plaindre parce qu'il avait été éreinté par la critique. Il faudrait lire la critique faut relire la critique de l'époque, la violence de la presse bourgeoise contre Manet, qui était par ailleurs d'origine bourgeoise, on s'en fout un petit peu, mais tous ces gens qui se régalaient de nudité, comme ça, allongés au bord d'une mare, avec si possible 8 nénuphars et 14 cygnes, hein, eh bien, quand ils ont vu l'Olympia de Manet, c'est-à-dire juste une femme, un corps, au scandale. Et pareil pour le déjeuner sur l'herbe, hein. Qu'est-ce que c'est que ce... Donc, il a été accusé des pires... C'est affreux de lire ça. Et Manet vient se plaindre un peu à Baudelaire, dire quand même, ils exagèrent, etc. Et comme Baudelaire, il avait subi la même chose avec Les Fleurs du Mal, livre qui a été interdit quand même, il faut s'en souvenir, hein, et par les mêmes, etc. Et Baudelaire, ça l'a énervé, il lui a dit, oui, vous êtes le premier, mais dans la décrépitude de votre art. Et décrépitude. Non. Et bon, Manet, il était à moitié content, etc. Puis c'est devenu, comme c'est dans une lettre, on a la trace. Et qu'il puisse parler de décrépitude au moment même où justement quelque chose qui l'a porté de tous ses voeux apparaît, c'est une contradiction qui est assez difficile à comprendre et elle est complètement en phase avec la façon dont il n'a pas réussi à attraper la photographie. Par contre, avec Wagner, il a vu venir le vent du boulet, si on peut dire. Parce qu'il a célébré Wagner, mais bon, pas au point où les Wagnériens l'auraient souhaité. Mais c'est des questions d'histoire extrêmement compliquées et extrêmement bouleversantes, en fait. Alors, ce qui est intéressant quand même avec Baudelaire, c'est que même si il n'a pas vu Manet, il n'a pas vu les grands photographes qui naissaient, qui étaient des mauvais peintres et qui devenaient des pionniers de la photographie, d'un nouveau regard. Même s'il n'a pas vu ce qui était en train de lui-même, ce qu'il était en train de produire, c'est-à-dire toute la génération qui allait arriver, le romantisme français, c'est-à-dire Mallarmé, Rimbaud, etc., qui allaient être les successeurs, enfin qui allaient se réclamer de Baudelaire. Ce qui est quand même très intéressant, c'est que ce qui reste de Baudelaire est 1000 fois plus intéressant que les gens qui ont été clairvoyants. Je pense à un auteur complètement oublié du 19e qui s'appelle Zacharias Struck, qui était par ailleurs sculpteur également.
il y a une sculpture étonnante, d'ailleurs assez pédophilique aujourd'hui, on pourrait dire, qui est dans le jardin du Luxembourg à Paris, mais qui a écrit sur Manet, et pour vanter beaucoup Manet, et qui est 1000 fois moins intéressant que ce que Baudelaire a pu écrire sur Constantin Guis ou sur des peintres considérés comme mineurs aujourd'hui, ou même pas regardés vraiment. Et c'est là la force justement d'un transformateur, quoi, parce que le poème à une passante, c'est une transformation du poème. Là, on le sent bien. Et c'est un des poèmes, d'ailleurs, les plus difficiles à apprendre. J'ai essayé, il n'est pas si simple, parce que il y a une musique de Baudelaire, notamment dans les poèmes érotiques, censurés, etc., qui est très sensuelle. La très chère était nue, et connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores, dont le riche attira, il leur donnait l'air vainqueur, qu'ont dans leurs jours glorieux les esclaves des morts. Enfin, il y a un truc comme ça. Et puis, à une passante, on a un éclair, puis la nuit, fugitive beauté, ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Enfin, on sent qu'il court après un vers qu'il n'arrive pas à formuler. Alors peut-être c'est le dernier, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Mais en fait, non. Et tout le poème est comme ça, imbriqué de fuite, de déception, de retour, et avec l'éternité au milieu. Et on sent qu'il est... Là, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment très intéressant, cette idée d'inventer le cinéma de tout autre moyen, par le vers, quoi, par le sonnet, qui est même une forme très... même si de la renouvelle, elle est quand même très... Mais c'est marrant parce que le Baudelaire, en fait, il est le premier photographié. D'abord, il s'est fait énormément photographier. Il choisissait Nadar, enfin, il n'allait pas chez Tintin. Et il y a des lettres de lui à sa mère. Sa mère veut se faire photographier. Il dit non, va pas chez celui-là, va chez celui-là. Et puis mets-toi comme ci, mets-toi. Il connaissait très très bien. Finalement, ça l'intriguait énormément. Et on apprend beaucoup plus, en effet, sur l'apparition de la photo en lisant Baudelaire qu'en lisant tel ou tel discours d'un scientifique de l'époque, enfin quoi qu'il y ait des gens passionnants aussi, mais j'ai pas le temps de développer ça. Mais par exemple, ça me fait penser à un travail magnifique qu'a fait un ami à moi qui s'appelle Hans Zischler, qui est allemand, qui est un acteur de cinéma qui, dès qu'il a 3 sous, et comme il est un peu connu, ça lui arrive, dès qu'il a 3 sous, il s'arrête pour écrire. Et il a écrit un livre magnifique qui s'appelle Kafka va au cinéma. Et c'est un livre où on est avec Kafka. C'est-à-dire, il a repéré dans la correspondance et dans le journal de Kafka tous les moments où Kafka parle du cinéma. Et Kafka ne parle pas du cinéma en des termes très élogieux. C'est un rapport au cinéma qui pourrait comparer au rapport que Baudelaire a avec la photo. Wesh, truc, etc. Et en même temps, évidemment, avec le regard de Kafka, on en apprend beaucoup plus, on en lit beaucoup plus sur la richesse du matériau cinéma que devant tel ou tel éloge intéressé. Et juste pour dire, c'est ce texte qui s'appelle « Kafka va au cinéma », un écrivain, qui est sans doute le plus grand écrivain allemand de la deuxième moitié du XXe siècle, qui s'appelle Sebald, a dit que c'était le seul livre sur Kafka qu'il fallait lire. Et c'est très étonnant parce que justement, c'est toujours la même histoire de réalité. C'est-à-dire que ce livre, au lieu de lancer de grandes théories, de grandes analyses, je ne suis pas contre le fait qu'on le fasse, au contraire, mais en même temps, c'est mieux s'il y a un fondement, disons, concret, de concrétude comme ça. Et dans ce livre, on est avec Kafka dans les conditions de projection de l'époque, en 1920, dans un cinéma d'une ville de province italienne, à Prague, à Paris, etc. Et il y a une qualité comme ça de prise, hein, et c'est formidable d'être avec ce compagnon magnifique qu'est l'écrivain Kafka. Voilà. Et en même temps, ce qui apparaît, ce qui transparaît du cinéma, c'est très juste et formidable. Jean-Christophe, vous parlez à plusieurs reprises du stupéfiant image chez Baudelaire. C'est lui quand même. Mais vous l'utilisez aussi pas tout le temps comme citation, mais comme une sorte de
concept opératoire, ou j'aimerais bien vous entendre sur cette idée du stupéfiant image, et est-ce qu'il y a une théorie des images qui va par-delà, par exemple, la différence entre l'image fixe et l'image en mouvement? Voilà, ça fait beaucoup. Pour stupéfiant, je l'utilise, oui, le stupéfiant image, c'est Baudelaire qui invente cette expression. Moi, je l'utilise comme citation, et puis autrement aussi. Et le mot stupéfiant, je l'utilise dans la plénitude de son sens, c'est-à-dire là où il va du côté des stupes, hein, les drogues, et aussi ce qui est stupéfiant, c'est ce qui stupéfie. Et l'idée de Baudelaire, c'est que l'image, comme ça, pour l'imagination, c'est la ressource fondamentale. Mais que le réel est producteur d'images. C'est pour ça, moi, je me suis amusé, enfin pas amusé, j'ai fabriqué cette espèce de concept d'imagement. Déjà, l'imagement, c'est ce qui permet à quelque chose d'imageable, tout le réel est imageable, de devenir une image. Hein. Et c'est les processus par lesquels on transforme l'imageable en imagé, donc en image. Et pendant longtemps, on a eu uniquement la possibilité du dessin et la possibilité de la peinture, et la photographie a démultiplié évidemment les capacités d'imagement qu'ont les hommes. Après, il y a tout le problème de image fixe, image mouvement, et ce sont des sujets alors extrêmement complexes, parce que on ne peut pas purement et simplement opposer l'image fixe, arrêtée de la photographie et dire le cinéma, c'est une image en mouvement, parce que d'une certaine manière, le cinéma, c'est du temps en conserve aussi. Hein. Un film, vous pouvez le passer 12 fois. Le réel, vous ne pouvez jamais le repasser. Hein. On ne peut pas repasser le réel. Et donc, il y a ce qui les rend si proches l'un de l'autre, le cinéma et la photographie. On dit directeur de la photographie pour quelqu'un qui... Eh bien, il prend la même chose, mais il le prend dans le mouvement de la vie, alors que la photographie arrête le mouvement de la vie. Mais je me suis toujours énervé dès qu'il y a des théoriciens qui disent oh, la photo c'est la mort. C'est pas la mort parce qu'elle arrête le temps. Ce qui se passe dans du temps arrêté, c'est des quantités de sens absolument énormes. Et par exemple, dans le livre, je ne sais plus si c'est dans lequel, peut-être dans les deux, je cite toujours cette image prise par un photographe d'aujourd'hui, un ami qui s'appelle Bernard Plossu. Il a vécu longtemps en Andalousie. Et puis, il y est retourné, et il est retourné dans l'appartement qu'il avait. Et depuis cet appartement, il a photographié les hirondelles. Et il a fait un petit livre, on a fait un petit livre ensemble qui s'appelle Hirondelles andalouses. J'adore ce livre, en tout cas la partie photographiée. Et j'essaye d'expliquer qu'est-ce qu'on voit. On voit des hirondelles. C'est quoi une hirondelle? C'est 20 grammes de vivant, et c'est photographié au millième de seconde. Donc on voit, c'est extraordinaire. C'est-à-dire cette image, on ne peut pas la voir avec nos yeux. On ne peut pas voir une hirondelle voler. On la voit voler, on la voit passer, une ultra passante, mais on ne peut pas la voir fixée comme elle l'est par la photographie, au 1 millième de seconde. Et une image qui n'est presque rien, une hirondelle qui passe dans le ciel d'une rue, c'est 20 grammes de vivant dans l'infini du ciel et dans un infime instant, 1 millième de seconde. Et ce 1 millième de seconde, par rapport à la vie de l'hirondelle, il représente presque rien, mais c'est comme une pointe d'acupuncture que la photographie a plantée dans le réel à cet endroit du vol de l'hirondelle. Et les hirondelles, elles volent énormément. Hein. Quand un paysan voit passer une hirondelle, lui, il a fait, dans toute sa vie, il a fait 500 km, l'hirondelle, elle en a fait 40 000, 50 000. Hein. Ces petits êtres de 20 grammes, ils n'arrêtent pas de se balader entre le Niger et la Norvège, entre autres, et à cause des migrations. Et donc, ce que je veux dire, c'est que dans une simple image comme ça, qui est sans prétention par ailleurs, la quantité de sens, la quantité de monde qui est attrapée est colossale. Et c'est la même chose qui intéressait Baudelaire. C'est la quantité de monde, la quantité de vie qu'une image est capable d'attraper. Et quand il décrit si magnifiquement ce tableau, alors peut-être le tableau où le sens de la vie quotidienne, des objets de la vie quotidienne est le plus présent dans l'œuvre de Delacroix, ce tableau magnifique qui s'appelle Les femmes d'Alger,
où on voit un groupe de courtisanes orientales comme ça, fumer le narguilé plus ou moins dans un salon, avec les couleurs justement, des tapis, tout ça, une ambiance un peu perverse, enfin, et très liée aux stupéfiants en l'occurrence. Et bien là, la quantité qui nous est envoyée depuis le fin fond du 19e siècle, elle est absolument colossale. Et elle est infiniment plus grande que dans des gens qui ont essayé justement de tout faire en grand, de tout voir en grand. Et c'est lié aussi à la notion de prose, cette reconversion, comment on pourrait dire, cette rédemption des choses humbles, des choses petites de l'existence. Parce qu'on était on n'en est pas encore complètement sorti des logiques de grandeur, des logiques qui hiérarchisaient les choses. La peinture, c'était le grand genre. Le grand genre, c'était la peinture d'histoire, des batailles, des scènes mythologiques, etc., ou des scènes religieuses. Puis en dessous, il y avait ceci, il y avait le portrait, puis après, il y avait le paysage, puis après, il y avait la nature morte, puis après, il y avait la scène de genre. Et on voit comment tout le travail des peintres a consisté, depuis longtemps d'ailleurs, mais ça s'est accéléré au 19e siècle, à foutre tout ça par terre, à faire passer le paysage, qui était juste un fond de scène, devant la scène, à faire passer la nature morte de telle manière que l'objet brusquement devient le condensé de l'énigme de l'existence, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on a tout ça à gérer, si on peut dire, avec nos esprits. Et ça fait beaucoup, et je suis toujours fasciné par le fait que quantité d'écrivains, de peintres, de cinéastes se contentent de si peu, au lieu d'aborder à partir du très peu l'infini qui est recelé dans le tout petit. Alors peut-être pour continuer sur ce fil baudelairien, il y a la figure du flâneur. J'ai dit dans l'introduction tout à l'heure que j'ai essayé de tisser ce fil baudelairien à travers tes 3 derniers livres. Ton dernier livre, c'est Paris quand même. Donc, voilà. Tu as beaucoup écrit sur les villes, la phrase urbaine. Tu as écrit sur des villes, entre autres, françaises, Marseille, Saint-Étienne, d'autres villes. New York aussi, grande ville française. Et bien d'autres encore. Et là, c'est important, ça a son importance parce que tu es parisien, tu le dis. Donc Paris quand même, c'est Paris aussi, quand même ma ville. Et tu vois qu'elle a changé, cette ville. Donc on revient à la fameuse phrase aussi de Baudelaire, la forme d'une ville change plus vite, je crois, que le cœur d'un homme, c'est ça, hein? Hélas, que le cœur d'un mortel. Voilà. Donc effectivement, ta ville change. Et ce texte, bon, il y a en latence, évidemment, la présence du flâneur. Est-ce que d'ailleurs, toi, tu te définirais comme flâneur? C'est un mot ancien, flâneur. Le flâneur, c'est Baudelaire, c'est Balzac, c'est cette époque-là, c'est tout ce que Benjamin raconte dans son livre. Après, ça continue, hein, il y a le livre d'Apollinaire, qui n'est pas formidable, mais ça s'appelle Le flâneur des deux rives. Après, il y a toute cette chose-là. Mais la flânerie, elle est l'enclenchement d'un mouvement. Donc, les gens qui se promènent dans une ville pour le plaisir de s'y promener, c'est quelque chose qui est relativement récent, d'une certaine manière. Ça ne remonte pas tellement au-delà du 18e, au-delà du 18e siècle. Il y a Rousseau, quand même. Et puis, hop, là. Et alors, dans la littérature du 20e siècle, ça devient considérable. Et puis, il y a les reprises du sens de la flânerie, au moment en France, en tout cas à Paris, au moment du surréalisme, avec l'exploration de ce qu'ils appellent le merveilleux urbain, et puis plus tard, avec une dimension éventuellement plus politique, ce que les situationnistes, après la Deuxième Guerre mondiale, ont appelé la dérive. Nous, avec nos guibolles d'aujourd'hui, on arrive après tout ça. Donc je dis, je suis un flâneur, il y a un petit côté, il y a un petit parfum quand même d'époque qui rend le terme difficile, mais je me sens plus flâneur que randonneur. La rando pour moi, c'est le contraire de la marche à pied. C'est la militarisation sanitaire du paysage. Ou interprète de traces, ça c'est certain, peut-être un interprète de traces. Oui, il y a un autre personnage qui apparaît, d'ailleurs, qui est lancé à l'époque
ce copain d'outre-Atlantique de Baudelaire qui est Edgar Poe, c'est le détective. Le détective, c'est celui qui est dans la foule. Et tout ça, c'est le roman policier. Il apparaît quand? Il apparaît au moment où la grande ville se développe. Il y a le releveur de traces. Oui, mais c'est un peu ce que je racontais cet après-midi avec au propos des animaux, là, celui qui... Oui, apprendre, mais les traces, il faut apprendre à les discerner, puis à les lire. Voilà. Mais justement, et la ville, ce qui est formidable, c'est dans la logique du roman policier, l'indice, hein, c'est ça le mot, l'indice. L'indice, il va ricocher vers un autre indice, puis de fil en aiguille, d'indice en indice, on va arriver à « c'est lui l'assassin », etc. J'ai trouvé l'arme du crime, aujourd'hui, avec l'ADN et tout ça. Mais une ville, c'est comme un crime qui n'est jamais commis, d'une certaine manière. Les indices sont tellement nombreux, les assassins potentiels. Chaque habitant est un assassin potentiel, heureusement, tous ne le deviennent pas, mais la quantité d'indices comme ça, dès qu'on marche, dès qu'on est attentif, quoi. C'est pour moi le critère intégral, hein, d'être attentif. Ça veut dire attentif, ça veut dire en quelque sorte distrait, quoi. Être attentif, c'est pas être dans le mouvement, c'est pas obligatoirement aller dans le sens qu'on vous a dit, où on vous a dit d'aller. C'est certainement pas marcher au pas, etc. Donc c'est sortir du rang et puis aller voir ce qui se passe, mais vraiment pour de vrai, pas simplement pour mettre le nez en l'air. On peut aussi volontiers ouvrir la discussion à l'ensemble de la salle. Je pensais à une chose tout à l'heure. On a un grand cinéaste qui vient de disparaître, Jean-Marie Straub, dont l'alter ego était morte quelques années avant, Daniel Huillet. Et je pense à l'un des premiers films de ce couple étonnant qu'on appelait les Straub, qui s'appelle Othon et qui est une adaptation de la pièce de Corneille, qui est une adaptation de la pièce de Corneille par des acteurs qui ne parlent pas français et qui donc lisent et doivent dire très fort, déclamer des alexandrins cornéliens à Rome dans un décor qui est évidemment traversé par la circulation bruyante de Rome et retentit tout à coup le premier vers justement d'une passante. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Et c'est un film, moi je suis resté marqué par ce film parce que c'est vraiment un film hurlant de bout en bout et donc assez insupportable pour une tragédie qui est assez aussi difficile et assez insupportable et c'est pas la plus représentée de Corneille. Mais il y a quelque chose chez Baudelaire qui me paraît aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, assez indispensable, c'est ce rapport à la fois à l'emphase des grands gestes. Hein, il y a comme dans la beauté, le poème Je hais, le mouvement qui déplace les lignes. Enfin, il y a quelque chose d'une volonté de fixité, d'éternité chez Baudelaire, et en même temps ce décrochage toujours, cette attirance pour justement l'indice, l'événement qu'on ne reverra plus et qu'on doit raccorder avec tout le tissu des dérives urbaines du moment qu'on traverse. Et j'ai l'impression que ce qui fait toujours la force et la modernité de Baudelaire, le fait qu'on le lise encore aujourd'hui, c'est cette contradiction permanente qu'il y a chez lui entre, d'un côté, le côté Corneille, même je dirais, enfin, l'emphase des grands gestes théâtraux, et cette dérobade ou cette fuite urbaine, cet homme des foules qu'il a pris chez Edgar Poe, parce que quand même une des grandes parts du travail qu'a fourni Baudelaire, c'est de traduire Poe, et ce qui est quand même assez... il y a consacré quand même un temps considérable dans son œuvre, et elle fait partie de son œuvre, véritablement. C'est pas seulement une traduction. Il nous a transmis quelque chose là-dedans d'essentiel. Et voilà, je pensais à Straub pour ça. Est-ce que c'est pas ce cinéma Baudelaire peut-être Non, pour moi, Straub, c'est 180 degrés à l'opposé de Baudelaire. Ça, je le dis franchement et tout de suite. Je déteste. Voilà. Et
peux pas mentir. Voilà, voilà, non, pour moi, ça n'a rien à voir avec ce que j'attends de l'image. Et c'est militant contre ma conception de l'image. Donc c'est un cinéma qui me dit tu es mon ennemi. Donc moi, voilà, je n'ai jamais approuvé ce cinéma, j'ai jamais approuvé la forme d'accompagnement militant qu'il avait, etc. Et pas parce que moi je suis pas militant, mais je militais ailleurs autrement. Je sais pas. Non, je n'aime pas du tout Straub et je vois aucun rapport avec Baudelaire. Voilà. La question est réglée. Non, mais c'est-à-dire que je ne peux pas te répondre de manière intéressante. Bien sûr. S'il n'y a pas de questions, j'en ai une. Mais bon, après, il faut qu'on fasse attention de ne pas discuter entre nous. Excusez-moi de réagir comme ça, mais je réagis comme ça aussi parce que on vit quand même dans un monde de violence totale permanente et en même temps de consensus mou. On ne doit pas dire qu'on déteste, on ne doit pas dire machin, c'est nul, etc. Et j'en ai un petit peu assez, donc voilà. C'est aussi un peu pour ça, dans le livre sur Paris, je ne me suis pas privé d'assaisonner certains architectes bien plus durement que M. Straub. Voilà. Et je crois qu'il faut le faire, pas pour énerver la situation, mais parce que c'est malsain de oui, comme ça. Je prends un exemple, par exemple, qui va vous toucher dans une école d'art. Il y a cet artiste allemand, comment il s'appelle? C'est le plus célèbre maintenant. J'oublie toujours son Richter. nom. Hans Richter? Non, qui vit aujourd'hui. Non, il vit. Beuys, il est mort. Kiefer. Anselm Kiefer. Il y a des années de ça, on lui donne le Grand Palais. C'est déjà pas mal. Et dans le Grand Palais, il fait des espèces de mausolées, etc. Donc déjà, on est dans une dimension monumentale de célébration que j'aime pas. Mais il y a 2 mausolées. Un dédié au poète Paul Celan et l'autre à l'écrivain français Louis-Ferdinand Céline. Et là, pour moi, c'était de la blague. Tu ne peux pas célébrer à 20 mètres de distance un antisémite notoire et quelqu'un qui a passé toute sa vie à essayer de sauver la langue allemande du fait d'avoir été le véhicule de la chose. Et il ne s'agit pas d'un jugement sur la qualité des œuvres, il s'agit d'un jugement sur la qualité de l'œuvre de Kiefer. Ça n'est pas sérieux. Tu ne peux pas célébrer à la fois l'assassin et la victime. C'est pas jouable. C'est pas faisable. Et malheureusement, on vit dans un monde comme ça. Ben oui, c'est les opinions, etc. Et je suis absolument pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Et je pense, et c'est pas un hasard maintenant, le même Kiefer, il fait un monument pour accompagner l'entrée de Maurice Genevoix au Panthéon, etc. C'est pas des attitudes justes de la part d'un artiste aujourd'hui. On n'est pas là pour accompagner les morts au Panthéon, mais pour essayer d'aider les vivants à ne pas faire la guerre. Voilà. Moi, je voulais vous demander quel était votre poème préféré dans l'œuvre de Baudelaire. Quel était quoi ? Votre poème préféré. J'en ai pas. Il y a si une passante, d'une certaine manière, parce que je trouve justement incroyable. On peut essayer de s'amuser à enlever des mots, ça marche pas tellement. C'est-à-dire, c'est assez rare, ils sont pas très nombreux les poèmes comme ça. C'est souvent des petits poèmes, d'ailleurs des sonnets, où il y a, par exemple, dans la langue italienne, il y a le plus grand poète italien pour moi qui est Leopardi. Il y a un sonnet qui s'appelle L'Infinito, l'infini. Je l'ai lu, je sais pas, 100 fois. À chaque fois, je suis estomaqué, disons, par l'exactitude, quoi. Et c'est ça, d'ailleurs, parce que souvent, la poésie est associée à quelque chose de vague, hein, une fille qui joue de la harpe. Mais non, c'est pas du tout ça. La poésie, c'est pas une fille qui joue de la harpe au bord d'un étang. C'est peut-être la précision au bon moment d'une seule note de cet instrument ou d'un autre. C'est exactement ça. Et de ce point de vue, par rapport à cette exigence-là, un poème, même un sonnet, c'est énorme. Et le nombre de sonnets qui sont assez bien, hein, mais où on voit quand même que hop, ça se remet à ronronner, même chez Baudelaire, où on ressort un peu le vieux machin de l'orchestre, etc.
C'est comme en musique, des phrases musicales qui brusquement trouvent. Et c'est vrai qu'au moment où apparaît Beethoven, il y a quelque chose qui se casse la figure, mais magnifiquement. C'est-à-dire que la ritournelle que peut-être Mozart a accomplie de manière intégralement géniale, mais quand on entend toute la musique baroque que j'adore, c'est même peut-être celle que je préfère, mais elle n'arrête pas de faire de la variation. C'est même son mode d'être, son mode d'existence. Et ça commence à se briser un petit peu avec Mozart et Haydn et 2-3 autres. Et puis avec Beethoven, paf, tout tombe par terre. Et dans la chute, dans le son musical de cette chute, il est extraordinaire. C'est une autre musique qui arrive, notamment à la fin avec les dernières sonates, etc. En peinture, et vraiment c'est tellement évident que c'est presque grossier de le dire, celui qu'on peut comparer à Beethoven, et c'est la même époque, c'est Goya. Brusquement, Goya, ben non, ça l'intéresse plus. Ça l'intéresse plus de faire joli, quoi. Et ça passe par deux sources, et Baudelaire admirait énormément Goya, dans la mesure où il a pu le connaître, il l'a bien connu, mais pas aussi bien qu'on peut le connaître aujourd'hui. Et ça passe par deux sources bien différentes, qui est une source, disons, d'une quotidienneté assez souriante, qui existe aussi chez Goya, et un sens du concret espagnol quotidien, et évidemment le côté totalement visionnaire de Goya. Mais ce qui est formidable de Goya, c'est que le visionnaire n'est pas quelque chose comment on pourrait dire, de surfait, d'ajouter, d'imaginer. Il est vécu totalement de l'intérieur. Et on le voit, ça saute aux yeux à chaque instant. Et voilà. Je ne sais pas si je vous ai bien répondu. Après, des poèmes de Baudelaire, il y en a... Je relis ça souvent, oui, il y en a qui sont absolument magnifiques, oui. Lequel ? Peut-être dans les poèmes en prose aussi, justement, parce que je ne fais pas une grosse distinction. Il y en a, ils sont... Mais il y en a un que j'aime pas trop, que tout le monde adore, c'est L'étranger, là, avec les merveilleux nuages. Ça, c'est un peu faible par rapport à l'artiste. Voilà. J'ai peut-être une petite question à nouveau sur Baudelaire et son aveuglement vis-à-vis de la photographie, peut-être, même si elle n'est pas cet aveuglement n'est pas si simple à expliquer. Mais Walter Benjamin, que vous chérissez et que vous avez beaucoup lu, dans sa petite histoire de la photographie, pointe ça en évoquant la question de la retouche. Et avant que l'instantané soit techniquement au point, il y avait tout cet espace un peu de flottement dans le geste et le rapport à la machine, ou l'intrusion de la main, peut-être aussi, dans la fabrication de cette image, qui était comme une brèche dans laquelle peut-être les peintres, et peut-être selon Charles Baudelaire, les plus ratés, les plus exécrables, se sont engouffrés. Et est-ce que c'est une explication ou un point de vue, cette question de la retouche, qui est elle-même brièvement citée dans le salon de 1859 par Baudelaire lui-même, vous semble aussi un élément digne d'intérêt, de s'attarder sur cet élément-là? Bien sûr, oui, parce que la retouche, ça veut dire que c'est du trucage. Donc, pour un art qui a été célébré au moment de son apparition comme capable justement d'attraper la réalité. Et il faut relire les textes de l'apparition de la photographie par ses inventeurs. Pour moi, les plus intéressants, les plus beaux, c'est ceux de William Henry Fox Talbot, qui est l'homme qui a réalisé le premier livre avec des photographies. En 1844, il réalise un livre qui a un titre formidable, qui s'appelle The Pencil of Nature, le pinceau de la nature, et c'est lui qui a mis au point le premier système négatif-positif, donc avec la possibilité de tirage. Donc il a tiré ce livre à un certain nombre d'exemplaires. Il voulait en tirer plus de 100, il n'a pas pu le faire, mais enfin, il a ouvert la voie à la popularisation de la photographie. Et il a deviné ce que ça allait être, et pour lui, la photographie était véritablement
la traduction immédiate du réel. Et j'ai beaucoup travaillé sur lui, et notamment j'ai écrit un livre, presque un livre entier, sur une photo de Fox Talbot qui représente une meule de foin, et dans la campagne anglaise, chez lui en fait. Et dans cette meule de foin, c'est vrai que la photo est assez extraordinaire. C'est bien trouvé, parce qu'il n'y a pas beaucoup plus inerte et immobile qu'une meule de foin, mais il y a une qualité d'image qui est absolument incroyable, où c'est vrai qu'on pourrait carrément compter un par un les brins de foin qui composent la meule. Et puis il avait pris soin de poser contre cette meule une échelle, afin que l'ombre portée de l'échelle, qui est une autre métaphore de la photographie, soit incluse dans la chose, puis il s'exalte sur tout ça. Et c'est vrai que ce sont des photographies non retouchées, ce sont des photographies qui sont préparées d'une certaine manière, puisqu'il dispose l'échelle à tel endroit, puisque, etc., etc. Mais pour moi, d'ailleurs, ça continue de nos jours. Je suis pas du tout intéressé, disons, par tout ce qui ressemble ou relève à la retouche ou à un travail de filtrage avec une technique trop omniprésente, comme par exemple Antoine D'Agata, je crois son nom, qui fait des photos à l'infrarouge, un peu comme le fait la police. Et puis évidemment, il a fait ça au moment du Covid. Tu balances ça avec un grand tirage, évidemment que c'est dramatique, évidemment que ça le fait, mais en même temps, ça ne fait rien. C'est la technique qui a parlé, il n'y a pas une intelligence du réel qui fonctionne. La retouche, elle est en effet arrivée très vite au XIXe siècle, mais elle fait partie d'un complexe que les photographes ont eu envers les peintres. Et les peintres ne se privaient pas d'entretenir ce complexe, c'est-à-dire de montrer que ce qu'ils faisaient, c'était quand même pas grand-chose, etc. Et il y a eu plusieurs tentatives de faire monter la photographie le photographique au niveau du pictural, en le travaillant, en le triturant. Il y a la retouche. Après, il y a eu ce mouvement très important qu'on appelle le pictorialisme, qui est une sorte de retouche d'une certaine manière, puisque c'est l'art qui consiste à transformer les tableaux en les floutant, les photos en les floutant, à les faire ressembler à des tableaux de la peinture telle qu'elle était devenue à l'époque, c'est-à-dire à les faire ressembler à des tableaux impressionnistes. Avec la retouche, on est dans une autre logique voilà, c'est un poil, excuse-moi, tu n'as pas de moustache, mais voilà, je lui refais la moustache sur la photo pour que... Et c'est la fausse ressemblance. Et Baudelaire, en effet, a dénoncé ça, oui. Mais ce qui me retient, moi, c'est qu'il n'a pas vu, justement, le côté, comment on pourrait dire, franchement honnête de la prise. Voilà. Et c'est vrai que la retouche, elle est douteuse. Il y a peut-être aussi un décalage. Il aurait vu des photographies plus qui produites quelques décennies après son temps. Il est mort assez jeune d'ailleurs. Il est mort à 46 ans, et puis c'est vrai que s'il avait vu ce que la photo... Mais je me suis beaucoup intéressé aussi à qu'est-ce qu'il aurait vu, même non seulement de la photo, mais de la peinture après lui. Est-ce qu'il aurait... je ne sais pas. On ne peut pas le savoir. C'est une question un peu à côté, mais est-ce que dans vos travaux ou dans votre vie professionnelle, vous avez un rapport à la musique? À la musique? Oui. J'ai pas de vie professionnelle. J'ai une vie, quoi. Et mon rapport à la musique est est pas très intéressant. Il est intéressant pour moi, mais j'ai très peu écrit sur la musique, puisque j'éprouve un sentiment d'incompétence notoire, notamment devant l'écriture musicale. C'est-à-dire, je ne comprends absolument rien à une partition, je ne sais pas lire une partition. Ça m'a toujours semblé un obstacle, non pas pour apprécier une musique. Et c'est vrai, là, je citais les dernières sonates ou les derniers quatuors de Beethoven, ou des musiques totalement différentes. Mais je n'en ai pas un usage très, très, très riche, non, je ne crois pas. Je le regrette profondément d'ailleurs, mais bon, on ne peut malheureusement pas s'occuper de tout. Et puis aussi, par contre, je pense accorder une place assez grande au sonore.
qui n'est pas tout à fait pareil. La musique c'est un filtrage, un travail dans le sonore. Mais le sonore, voilà. Bon, je ne peux pas développer. Par exemple, j'avais fait une grande conférence aux États-Unis sur les animaux, pour changer, parce que c'est quand même un des sujets qui me tient le plus à cœur. Et c'était dans un cadre extrêmement académique, avec ce que ça peut vouloir dire aux États-Unis. Et je sentais qu'il y a quelque chose qu'il fallait que je fasse, quoi, pour en décaler un petit peu. Et c'était par le son que j'y suis parvenu. Bon, c'était modeste, mais j'avais amené avec moi l'enregistrement de 2 sons complètement divergents. L'un qui était le chant absolument magnifique du crapaud accoucheur, que vous connaissez peut-être. C'est le crapaud accoucheur, c'est le chant que fait le mâle. Une fois que les œufs ont été pondus par la femelle, le mâle se couvre les pattes avec les œufs de la ponte et va les tremper dans l'eau pour les rafraîchir. Et il fait ça pendant un certain temps. Et quand il fait ça, il chante. Et ce chant, c'est comme une clochette. Loup, loup. Et quand vous êtes dans une vallée où les crapauds accoucheurs sont assez nombreux, ça fait c'est toujours mon idée d'acupuncture, ça fait comme ça un pointillé de son d'une délicatesse infinie, mais qui en même temps vous donne une image presque concrète de la forme de la vallée. Voilà. Et j'avais passé ça, et à l'opposé, et j'avais dit ça c'est Erik Satie. Et j'avais passé à l'opposé une musique que moi je n'aime pas du tout, qui est Wagner, mais je n'avais pas passé du Wagner, j'avais passé le chant matinal des gibbons siamang. Les gibbons siamang, vous savez, les gibbons, c'est ces singes qui ont les bras plus longs que les autres et qui sont d'extraordinaires acrobates, mais en plus d'extraordinaires acrobates et des clowns formidables, on ne sait pas, hein, les éthologues n'ont jamais réussi à comprendre le truc. Tous les matins, ils font un concert qu'on entend à 6 km. Et je connais bien ce chant parce qu'ils sont dans un zoo à Douai-la-Fontaine, qui est un zoo très particulier, et c'est extraordinaire. Une violence musicale, non, mais c'est une violence, voilà. Et là, voilà. Et le son, comme ça, il y a une... je pense qu'on l'écoute pas assez, enfin, j'en suis sûr, et la musique. Voilà. Et... mais si, ça joue un rôle, mais c'est plus difficile pour moi d'en parler, peut-être. Récemment, vous me lancez sur la musique, donc comme je vois que j'en parle pas assez, mais récemment, j'ai entendu en me promenant sur le net, j'étais intéressé par certaines musiques africaines. Et je me suis promené, on va facilement où on veut maintenant, je me suis promené au Soudan et tout ça, il y a des musiques absolument incroyables. Et je suis tombé sur des enregistrements venant de la Somalie. Et je suis tombé sur un disque, en fait, qui s'appelle « Au revoir Mogadiscio ». Mogadiscio, c'est la capitale de la Somalie. À l'heure actuelle, je pense que la Somalie est le pays le plus pauvre du monde et le plus dévasté. C'est pas peu dire, vu l'état du monde. Hein. Et c'est un petit peu... Ça ne fait qu'empirer depuis 1991, date d'une guerre civile. Il n'y avait pas encore les chebabs comme aujourd'hui, mais enfin, c'était déjà déplorable. Et cette musique, justement, elle date d'avant. Elle est enregistrée avant 1991, là-bas, dans des studios. Et quand on l'entend, au-delà de sa qualité, de sa mélodie, disons, on entend qu'elle vient de très loin. Elle est, comme on dit aujourd'hui, elle est low-fi, elle n'est pas du tout... elle est basse fidélité. Mais dans cette basse fidélité, il y a quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus sublime que si elle était réenregistrée en studio aujourd'hui, avec toutes les possibilités qu'offre la technique. On entend qu'une musique qui vient d'un monde détruit. Et elle en a le son. Et ça, c'est des choses que seul le son peut produire, je crois. Voilà. Donc, mais c'est une musique magnifique aussi. Voilà. Oui. Moi, j'avais une question par rapport à la photographie que vous avez projetée. En fait, c'est quel procédé technique, là ? C'est quoi comme photographie ? Écoutez, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de la photographie et des techniques. La photo,
1858. Donc, la photographie circule depuis moins de 20 ans. Et quand je dis qu'elle circule, c'est vraiment quelques endroits en Angleterre, ça commence un peu en Allemagne, et c'est beaucoup en France à ce moment-là. Et il y a des différentes techniques rivales les unes des autres. Et ça, c'est ce qu'on appelle, je crois, alors pour vous dire exactement comment c'est un papier salé. Et Charles Nègre avait une particularité, c'est moi j'ai lu ça dans des livres, mais je ne suis pas assez bon en technique photo. Il plongeait ça dans des bains à l'or, ce qui donnait à sa photographie une espèce de luminosité qu'il n'y avait pas chez d'autres. Et c'est vrai, quand on compare à certains photographes de l'époque, il est beaucoup plus brillant, beaucoup plus... voilà. Justement, oui, je me suis demandé si ce n'était pas un daguerréotype. Non, ce n'est pas un daguerréotype. Oui. Voilà. Parce que les daguerréotypes, la précision, si c'était un daguerréotype, d'abord, quand même, les ramoneurs, ils seraient un peu tremblés, parce que le daguerréotype avait besoin d'une fixité absolue. Il y a cette célèbre image qui est un des premiers daguerréotypes avec le cireur de chaussures du boulevard du Temple, là, et où tous les passants ont disparu. Mais les immeubles ont un grain, une précision qu'il n'y a pas encore dans les techniques papier de l'époque. Et le premier photographe qui, avec le papier, parvient à une précision relativement grande, c'est justement Fox Talbot. Mais sa précision à Fox Talbot, elle était infiniment inférieure à celle atteinte par le daguerréotype. Le daguerréotype, ça avait fasciné pour ça aussi, c'est comme un miroir. Hein. Mais en même temps, c'est pas pratique parce que c'est pas une image au sens, c'est pas inframince, c'est pas manipulable et c'est surtout pas reproductible. C'est ça. C'est pièce unique. Merci. Plus tôt, vous avez parlé du fait, à propos de la musique qui venait de Somalie, vous avez parlé du fait que la musique qui venait de Somalie vous touchait plus parce que la qualité en était réduite. Ce disque-là, pas la musique. Oui, bien sûr, mais que quand même il y avait quelque chose de... Et je pense que dans le spleen, donc il y a une notion d'autodestruction quand même de la personne donc, qui écrit. Et je voulais savoir si dans la figure même du flâneur, dans le fait de ne pas aller dans les endroits qui sont prédéterminés, qui sont... le fait de ne pas aller d'un point A à un point B, il n'y a pas aussi cette mélancolie-là de quelque part tuer son temps en allant dans des lieux qui ne sont pas déterminés et qui sont aléatoires, quoi. Donc cette capacité un peu par opposition à la randonnée, du coup, dont vous avez parlé plus tôt, qui est un peu militaire et organisée, qui est saine, donc qui fait du bien au corps. Oui. Il y a dans le flâneur peut-être cette notion de destruction, quoi. Oui. C'est-à-dire, disons que de toute manière, dans la flânerie telle qu'elle a été pratiquée par Baudelaire et qu'on passe ou dans l'idée d'une fréquentation poétique, sans enflure, hein, d'une fréquentation poétique de la ville ou d'ailleurs du paysage, il y a l'idée que ça ne doit pas avoir une finalité, en tout cas comme on dit d'ailleurs, c'est aujourd'hui l'entretien de soi, il y a un mot, care, oui. Ça ne fait pas partie du care du tout. Ou s'il y a un care, il n'est pas envers son propre corps, etc. Il est envers le monde. Et c'est aussi des questions de est-ce que je dois m'ouvrir au monde et essayer de l'accueillir, ou est-ce que je me balade avec mon ego pour profiter juste parce qu'il y a un peu de bon air, etc. Donc mais c'est vrai que dans la démarche qui s'ouvre totalement au paysage, au monde, à la ville, etc., il peut y avoir une dimension destroy, comme on dit, ou une dimension mais plutôt que destroy, une dimension le verbe qui est juste, c'est s'abîmer. Comme on dit, on s'abîme. Alors ça s'entend dans plusieurs sens, mais c'est de sombrer, on sombre. Et moi, les plus belles promenades que j'ai pu faire, je m'en souviens, d'abord, ce sont toujours des promenades assez longues, jusqu'à épuisement des jambes, hein, fatigue, et aussi quelque chose où j'ai l'impression d'être... plus tout le monde parle d'immersion maintenant, mais l'immersion, elle ne peut pas venir de l'extérieur, elle peut venir que d'un très long travail préparatoire, où à la fin,
À la fin, on est immergé. À la fin d'une promenade de, je sais pas, de plusieurs heures dans Berlin, ben on y est, quoi. On n'y est pas tout de suite, d'une certaine manière. Et c'est un petit peu ça qu'on pourrait dire, oui. Et voilà. Merci. Merci. Merci Jean-Christophe Bailly. Je vous propose peut-être que nous concluions en vous remerciant. Ah, merci. Monsieur Bailly et vous le public, merci à vous. Bonne soirée.